content de vous accueillir pour cette deuxième journée. Vous avez pu le remarquer également, après une bonne journée hier de discussion autour du e-gov, du mobile money et de la régulation, ainsi que des télécommunications, nous basculons dans un deuxième jour où nous allons aborder d'autres thématiques. Je vous propose dans un premier temps, lors de cette séance d'ouverture, d'avoir une session de 45 minutes avec trois intervenants passionnants qui vont discuter avec nous, des différentes technologies qu'on dit disruptives. Donc, je vous propose d'accueillir physiquement Monsieur Patrick Mbégué, qui est président de Gothic, qui est avec moi ici sur ce floor. Bonjour. Et deux intervenants que nous avons l'honneur d'avoir en digital. Alors, Monsieur Elie Dautefort, qui est directeur général chez Globcoin et qui est basé en Suisse, et Madame Sabrina Megadi Alaoui, qui travaille chez Africa AML, Dow Jones France. Bonjour Sabrina. Bonjour Elie et bonjour Patrick. Et bonjour Jean-Pierre. Est-ce que vous nous entendez tous? Oui, bonjour. Très bien. Alors, quand on a préparé un petit peu cette session, on s'est dit qu'on allait diviser ces 45 minutes en trois grandes parties. Et la première, je vous propose de l'écouter, c'est une présentation des principales technologies disruptives et de leur potentiel faite par Monsieur Mbégué. Donc, je vous donne la parole. Allez, merci Jean-Noël. Avant tout propos, permettez-moi de remercier l'organisation pour avoir accepté d'associer le Gothic à cet important séminaire. Donc, je vais vous présenter ce que nous avons qualifié de technologie disruptive en une dizaine de minutes. Nous avons fait le choix de mettre l'accent sur un certain nombre de technologies qui composent, du moins qui sont des composantes de cette nouvelle révolution numérique, mais qui ont des forts impacts sur l'évolution et la trajectoire des chaînes de valeur au niveau de l'Afrique. La première technologie que je vais vous présenter, c'est l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet de concevoir un certain nombre de machines dites intelligentes ou bien dites apprenantes, avec qui donne la possibilité de simuler l'intelligence humaine à partir d'algorithmes sophistiqués en travaillant sur un certain nombre de bases de données, sur un certain nombre de bases de connaissances. Et l'intelligence artificielle est une technologie qui a des promesses assez fortes pour un certain nombre de secteurs industriels en Afrique, notamment l'industrie normale, l'agriculture, la santé, et un certain nombre de solutions sont déjà à l'œuvre au niveau africain les premières matérialisations de ces solutions, vous connaissez tous les chatbots ou bien les robots conversationnels. Vous voyez aussi dans l'agriculture des systèmes experts qui permettent à partir d'un certain nombre de données de profiler, je dirais, des campagnes de production et dans la santé, permettent des systèmes experts qui permettent de diagnostiquer des pandémies. Je prends la Covid. Donc ça, c'était l'intelligence artificielle. L'autre technologie importante, c'est la blockchain. La blockchain peut être présentée comme un registre d'informations décentralisées, sécurisées, bâties à partir de technologies de stockage de l'information, de partage de l'information, et qui permet de s'émanciper d'organes de contrôle et de tierces de contrôle. Et les applications sont nombreuses en Afrique, notamment dans la gestion du foncier rural, dans la gestion, je dirais, de certains contrats, au niveau de la chaîne sanitaire, au niveau des dossiers médicaux personnalisés, une technologie qui va bouleverser, je dirais, l'environnement et un certain nombre de chaînes de valeur. La troisième technologie que je vais présenter, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets est une technologie qui permet de rendre des objets intelligents et de permettre à ces objets de s'interconnecter, de dialoguer à travers un réseau long débit, basse portée, et un certain nombre d'applications sont déjà en live en Afrique, notamment au niveau, je dirais, du tracking des véhicules, au niveau, je dirais, du tracking de certains objets dans le transport, au niveau aussi de l'agriculture,
pour permettre de faire des prélèvements, je dirais, sur le plan agraire pour avoir un certain nombre de données qui permettraient d'améliorer la productivité et j'en passe. La quatrième technologie que je vais vous présenter, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une technologie immersive qui permet de se projeter dans un environnement virtuel. Je prends un exemple. On veut concevoir un produit. Dans les anciens systèmes, dans les anciennes méthodes, il fallait faire du test destructif. Avec la réalité virtuelle, on est capable de faire des avatars de produits. Donc, on est capable de concevoir virtuellement ce produit, analyser ses capacités et ensuite le produire de façon physique. Et beaucoup d'applications dans le domaine de l'industrie, au niveau du prototypage de chaînes de production, au niveau du prototypage de produits. Et ça permet d'améliorer le time to market et tout le processus de conception-développement d'un produit donné. La cinquième technologie que je vais vous présenter, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée part du principe qu'on prend un objet physique et on le superpose dans un environnement numérique pour pouvoir amplifier ses capacités, pour pouvoir mieux le disséquer. Cet objet, je prends des applications de la réalité augmentée, c'est dans la maintenance industrielle et même aussi dans la médecine, parce que ça permet de mettre sous une dimension un peu plus concrète des réalités qui sont micro, infiniment petites, etc. Donc, beaucoup de stratégies de maintenance préventives, prédictives sont mises en place à partir d'outils de réalité augmentée. La sixième technologie que je vais vous présenter, c'est l'imprimante 3D. En fait, l'imprimante 3D, le plus souvent appelée fabrication additive, permet, à partir de fichiers 3D, de concevoir, de fabriquer des produits couche par couche. Et l'imprimante 3D a servi, dans le cadre de la Covid-19, a servi à mettre en place des respirateurs au Bénin, a servi à mettre en place aussi dans le domaine de la santé un certain nombre d'équipements, notamment, je dirais, des prothèses dentaires, etc. Et ça permet de réduire aussi le cycle de fabrication de produits. Et les deux dernières technologies que je vais vous présenter, c'est le cloud. Bon, le cloud qui est l'infrastructure de base de cette nouvelle révolution numérique. Le cloud, c'est un certain nombre de plateformes de calcul, d'infrastructures de stockage et des solutions logicielles qu'on consomme via Internet et qu'on consomme comme des services et qui permettent d'améliorer la capacité à des organisations de s'équiper et d'avoir un certain nombre de solutions à la demande, qui leur permettent de minimiser les CAPEX et d'optimiser leur OPEX. Et c'est le framework central de cette révolution numérique. Et la dernière technologie que je vais vous présenter, c'est la 5G, parce qu'on a vu que toutes ces technologies qu'on a présentées nécessitent des protocoles de transfert, de transport de données. Et la 5G, qui est le dernier réseau haut débit à très, très bonne latence, permettra à toutes ces données de circuler entre les objets, entre les structures. Donc voici globalement les piliers, ce que nous avons retenu comme piliers de cette nouvelle révolution technologique. Et pour les mettre en œuvre dans les pays comme l'Afrique, il faut des écosystèmes. Et je pense qu'on parlera de ça un peu tout à l'heure. Merci Patrick, parce que je vous avais demandé un exercice qui n'était pas très facile. Premièrement, c'était d'extraire 8 technologies qui vous paraissaient disruptives, et 2, c'était de faire une présentation très rapidement, en pratiquement 5 minutes. Je vois que vous avez réussi l'exercice. Et puis ce que j'aime bien, c'est que ça fait un lien avec ce dont on a discuté hier. Je vais vous donner 2 exemples. Vous avez mentionné l'Internet des objets et le Big Data. En fait, hier, il y avait un monsieur qui était dans l'agriculture et plus spécifiquement dans la pisciculture, et qui nous a expliqué qu'il avait besoin de capteurs pour pouvoir collecter la température de l'eau ainsi que sa composition et pouvoir anticiper des problèmes sur les poissons. Et la deuxième chose, c'est qu'hier, on a parlé de mobile money et on avait vu que pour l'ouverture d'un compte, il fallait une identité. Tout à fait. Une identité, c'est un titre
étant une carte nationale d'identité, un passeport ou une identité digitale. Et on se rend compte que sur le continent africain, beaucoup de pays ont des notions différentes d'identité. Et donc, pour avoir un système interopérable, on a parlé à un moment de blockchain et d'identité digitale qui pourrait être donnée par un sage du village ou par un préfet, peu importe une autorité. Alors, ce que je vous propose maintenant, Sabrina, vous voyez, on vous adressait un panel de ces huit technologies. Je vous invite avec moi à discuter avec Sabrina. Donc, on a choisi d'extraire de ces 8 technologies l'intelligence artificielle. Alors, Sabrina, peut-être vous pouvez vous présenter à nouveau parce que je l'ai fait un petit peu rapidement pour pouvoir démarrer le live. Peut-être nous rappeler ce que vous faites et puis démarrer votre cas d'usage sur l'artificial intelligence. Écoutez, merci beaucoup pour la présentation. Je vais effectivement me représenter brièvement. Donc, je m'appelle Sabrina Medagri-Alaoui et je suis la personne en charge du développement et de l'activité Dow Jones sur toute la zone Afrique francophone. Donc, Dow Jones, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un index boursier, certes, mais on fait aussi beaucoup de choses. Et on participe notamment à de nombreux projets de développement de processus basés sur l'intelligence artificielle, ainsi que à l'implémentation et à l'aide au déploiement de solutions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est de façon très très brève deux des activités qu'on a. Ce ne sont pas les seules exclusivement et on pourra en reparler à un autre moment si ça vous intéresse, ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc, j'ai une expérience de terrain de 7 ans maintenant et 5 ans plus particulièrement en Afrique francophone. Et j'ai pu être confrontée à de nombreux projets dans différents domaines sur ce territoire-là. Et les expériences sont très variées, comme vous pouvez vous en douter. Donc, venons-en au cœur du sujet. Déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Parce qu'il y a plusieurs définitions de ce terme. Donc, mon acceptation de l'intelligence artificielle, qui est assez généraliste, c'est que c'est la capacité d'un ordinateur ou d'un robot commandé par un ordinateur à effectuer des tâches généralement associées à des êtres intelligents. Et par être intelligent, j'entends des êtres qui peuvent s'adapter à des circonstances qui évoluent et changent. C'est-à-dire ne pas rester répétitif sans pour autant faire attention à l'environnement ou aux évolutions d'environnement qui pourraient susciter des réponses différentes face à un comportement répétitif. Et le terme intelligence artificielle est fréquemment appliqué aux projets de développement de systèmes dotés de processus intellectuels caractéristiques des humains, tels que la capacité à raisonner ou la capacité de découvrir du sens ou de généraliser ou d'apprendre de l'expérience passée. On a pu voir sur les dernières années de nombreuses structures s'intéresser aux différentes applications de l'IA. Et il n'est pas difficile d'arriver à la conclusion que nous sommes à la veille d'une seconde révolution industrielle, à travers une révolution technologique, dans le sens où de plus en plus de tâches répétitives et qui nécessitent au final très peu de capacité de jugement pourraient très rapidement se retrouver automatisées. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Rien n'empêche, d'ailleurs, il y a plusieurs projets de développement de ce type de machines. Rien n'empêcherait demain un médecin de rentrer ou un membre du personnel médical de rentrer une liste de symptômes dans un formulaire et que ce soit une intelligence artificielle qui effectue le diagnostic. Parce que l'intelligence artificielle aurait la possibilité de croiser toute la donnée nécessaire à effectuer ce diagnostic. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mon expérience chez Dow Jones m'a offert la chance de participer à de nombreux projets dans le domaine de l'IA, et notamment l'élaboration de processus d'analyse prédictive, de gestion des risques météo, par exemple, dans le domaine agricole ou le domaine minier, de gestion des risques politiques, en particulier dans le domaine minier d'ailleurs, mais le domaine dont je suis le plus familière, c'est celui de la conformité bancaire. Donc, tout ce qui est MiFID ou l'ABCFT. Et les processus d'onboarding, donc d'identification, c'est marrant que vous en parliez il y a 5 minutes, et de surveillance sont de plus en plus digitalisés. On peut informatiser ça de façon
de plus en plus industriels. Les bénéfices de l'IA dans les processus de KYC et de lutte anti-blanchiment sont nombreux. On pourra en parler plus en détail lors des questions-réponses, mais je ne veux pas trop empiéter sur le temps de mes copanélistes. Donc, l'IA a le potentiel de révolutionner les processus de conformité dans le contexte où des tâches répétitives doivent être accomplies. Et elle permet de gagner un temps précieux et de réduire considérablement le travail et les ressources nécessaires à un contrôle efficace. Ces ressources et ce temps peuvent donc être, dans ce cadre, réalloués à des projets plus stratégiques pour l'expansion d'une institution. J'ai parlé dans pas très longtemps d'un cas pratique où une institution bancaire a actuellement 1500 personnes, donc quasiment un tiers de son staff, qui a des activités liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce n'est pas une activité de croissance, c'est une activité de contrôle. Et par conséquent, ils estiment que leur budget, leurs ressources et leur temps pourraient être mieux investis dans la croissance que dans le contrôle et la vérification. L'IA peut extraire des informations pertinentes à la gestion des risques à partir d'un nombre titanesque de données et permettre la simplification de l'identification des clients représentant un risque élevé dans le contexte de la lutte contre les crimes financiers. Donc en fait, l'IA permet de profiler de façon beaucoup plus rapide qu'un individu qui reçoit une pile de documents et qui est obligé de tout lire un à un pour se faire sa propre idée. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai été exposée à plusieurs projets d'intégration de dispositifs incluant des volets d'IA, et notamment dans le cadre de la LabFT pour opérer des opérations de profilage et pour mieux comprendre les structures de bénéficiaires effectifs en interprétant, comme je vous l'ai dit, de vastes quantités de données, mais de données structurées et non structurées en quelques minutes. Donc en fait, le travail qu'un chargé de conformité effectue en un quart d'heure, une demi-heure, voire une demi-journée dans les cas très complexes, peut être effectué en quelques minutes par un ordinateur qui a la capacité de lire et interpréter les formulaires de données en un temps infime. Et récemment, Dow Jones a effectué un sondage avec ACAMS. Donc ACAMS, c'est l'organisme qui regroupe tous les professionnels de la conformité et de la lutte contre le blanchiment dans le monde. Et ce sondage a confirmé que la gestion des alertes faux positifs est l'un des plus gros challenges pour les banques. Donc en fait, même actuellement, les systèmes bancaires sont capables de vérifier si une personne figure sur une liste de terroristes émise par un État. Mais, et dans le cas de l'Afrique, c'est particulièrement remarquable, les homonymes sont considérables. Donc, on va prendre le cas d'un monsieur qui s'appellerait Mamadou Diallo. Il y a peut-être un Mamadou Diallo sur une liste de terroristes quelque part dans le monde, mais il y a des centaines de Mamadou Diallo dans le monde. Donc, qu'est-ce qui dit que ce Mamadou Diallo, votre client, est bien celui qui figure sur la liste de terroristes? Ça se trouve, c'est un monsieur qui n'a strictement rien à voir. Et donc, c'est un très gros challenge pour les banques de gérer ce type d'alerte. Et ils sont obligés de mettre en place des systèmes de détection afin de pouvoir faire des rapports aux autorités compétentes si le cas se présentait qu'un terroriste ou une personne dangereuse ou un narcotrafiquant recherché par la police ou Interpol se présente dans leur banque pour faire un gros dépôt. Donc, soutenir cette activité par une intelligence artificielle résulte indéniablement en une réduction drastique du nombre d'alertes. Parce que si on a la capacité aujourd'hui d'utiliser un ordinateur pour éliminer tous les Mamadou Diallo innocents et être capable d'extraire juste un ou deux profils de clients qui s'appellent Mamadou Diallo, et je prie Mamadou Diallo, s'il y en a un dans l'Assemblée, de m'excuser d'utiliser son nom. J'ai juste choisi un nom assez commun. Donc je disais de choisir le bon parmi tous les profils qui existent dans le logiciel de la banque. Ça réduit donc considérablement le travail humain, et en quelques minutes, on a effectué une activité de triage
qui peut prendre une journée entière à quelqu'un. J'accompagne de nombreuses institutions qui cherchent à mettre en place des dispositifs AI et investissent dans des programmes de recherche sur le sujet parce qu'elles y voient de nombreux bénéfices. Et bien que non exclusif à l'AI, le domaine de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme restera encore, d'après moi, pour longtemps, une priorité pour les institutions financières et les grands groupes, parce que la réglementation internationale se durcit de plus en plus. Maintenant, je voulais passer sur 2 exemples. Je travaille exclusivement avec des clients africains. Malheureusement, j'ai un devoir de discrétion et donc, du coup, je ne peux pas vous parler de cela. J'ai donc été chercher 2 clients nordiques qui ont récemment été l'objet d'un article de Bloomberg et qui sont d'accord pour qu'on parle de leur cas spécifiquement. Donc, désolé, j'aurais voulu prendre un cas pratique plus proche de la maison, mais la discrétion m'oblige à faire autrement. Ils n'apprécieraient pas du tout que je le fasse, en fait. Donc, pour en revenir au cas Nordea et Danske Bank, ils se sont rendus compte lors d'un audit qu'ils employaient presque un quart de leurs salariés, un tiers pour Nordea. Donc, c'est celui qui avait 1500 individus dédiés à des tâches de compliance. Qu'ils employaient un nombre considérable de leurs salariés dans des postes de l'AFT et que ces effectifs pourraient être réalloués à des tâches plus alignées avec le développement et la croissance qu'ils visent. Donc, dans le cas d'Andea, par exemple, Michael Biertoup, c'est le directeur de la prévention des crimes financiers global pour le groupe Nordea, a déclaré que 80% de leurs transactions étaient encore surveillées manuellement et que, vu les obligations de vérification grandissantes, donc MiFID, la 5e directive européenne et toutes les lois locales dans tous les pays du monde, y compris dans les pays africains, il était de plus en plus inefficace de fonctionner manuellement. Donc, M. Biertoup a même déclaré qu'il voulait inverser les tendances et réussir à faire que 80% des transactions soient filtrées informatiquement et non plus manuellement. Car 1500 employés s'occupant de la conformité pour ne pas réussir à traiter les transactions de façon rapide ne lui semble pas être la meilleure façon d'opérer à l'avenir. Et pour moi non plus. C'est-à-dire qu'une machine peut le faire plus rapidement, moins cher, et on peut allouer même ces 1500 employés en les gardant aux transactions réellement complexes et qui représentent réellement un risque. Donc, il me resterait encore beaucoup à dire, mais je pense que mon temps arrive à sa fin et je ne souhaite pas empiéter sur le temps de mes copanélistes. Donc, si vous voulez échanger plus longuement, n'hésitez pas à me contacter pour une conversation en personne. Si j'ai encore 2-3 minutes, je peux encore exposer quelques éléments. Allez-y, Sabrina, allez-y, c'est intéressant. Allez-y, prenez. Ok, très bien. Donc, j'ai récemment été confrontée à un cas pour un grand groupe minier africain. Je ne peux évidemment pas dire de qui il s'agit, qui a mis en place un programme qui lui permet de surveiller à la fois tous ces sites d'extraction, donc on parle d'activité minière, tous ces sites d'extraction sous un volet politique, météo et concurrence. Et donc, du coup, ils ont une espèce de... On dirait un vaisseau spatial maintenant. Ils appellent ça leur war room, donc leur salle de guerre. Ils ont une espèce d'énorme map, une grande carte au mur, avec à la fois tous leurs employés qui sont en déplacement, donc tous leurs cadres en déplacement, et on peut voir exactement à quel endroit ils sont. Tous leurs sites, avec un pictogramme différent. Et dès qu'il y a, peut-être un souci météorologique, donc éventuellement des orages forts qui peuvent résulter en des glissements de terrain, des choses comme ça, voire même des mouvements sismiques marins qui pourraient résulter en un mini tsunami ou en un tremblement de terre, etc. La zone devient orange, voire rouge, si ça représente réellement un risque, et ça s'allume directement sous leurs yeux. Donc ils sont capables d'aller regarder directement ce qui se passe et de mettre en place des processus pour éviter la catastrophe. C'est pareil pour toutes les activités politiques. Si jamais on voit qu'il y a un risque de révolte ou de retournement, de putsch, de retournement de gouvernement, etc., dans une zone sur laquelle ils opèrent, ils ont directement une alerte qui leur apparaît sur leur écran et aussi des alertes qui sont envoyées par mail aux personnes responsables de la gestion de ce type de crise.
Donc c'est assez intéressant parce que c'est un travail qu'ils n'étaient pas capables de faire de façon tout aussi efficace et instantanée en ayant des individus. Là, la machine est capable de compiler le fait que, par exemple, même de faire de la prédiction analytique. Donc, de compiler le fait que, par exemple, il y a eu une sécheresse pendant 2 ans sur telle zone, et qu'en général, ce type de sécheresse mène à des récoltes moins bonnes, donc à un appauvrissement, voire un affamement de la population, ce qui peut mener à des révoltes dans les 3 prochaines années. Et c'est capable aussi de détacher ce type d'éléments-là pour faire des prédictions et prendre des mesures en fonction de ce type d'éléments-là. Alors, merci Sabrina pour ces précisions. Et je ne vous oublie pas, hein, mais je voudrais redonner la parole à Patrick, peut-être pour que vous nous mettiez l'intelligence artificielle dans un écosystème africain, même si Sabrina a mentionné plusieurs exemples africains, si vous voulez bien. Ok, donc pour tirer les promesses de l'intelligence artificielle dans un contexte africain, il faut un certain nombre de préalables. On a tout à l'heure, elle a parlé de données. Donc, il faut avoir des environnements de données sur lesquels on peut porter des analyses. Donc, il faut des logiciels pour analyser ces données. Il faut des infrastructures avec puissantes qui peuvent permettre de calculer, pour faire des simulations. Il faut aussi des acteurs formés. Le plus souvent, c'est des data scientists qu'on commence à former dans nos écoles. Et ce qui est important, c'est aussi les solutions. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie, mais qu'il faut mettre au cœur de solutions et dans des filières métiers bien données pour pouvoir tirer la quintessence de cet outil. Donc, c'est tout cet environnement-là qui forme l'écosystème de l'IA. Et des pays comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a un niveau de maturité pour pouvoir déployer ce type de solutions dans nos environnements. Voilà. Je suis tout à fait aligné avec... Je peux intervenir juste une seconde. Allez-y. Il y a effectivement la Côte d'Ivoire et le Sénégal me paraissent comme étant les 2 pays les plus propices à ce type d'écosystème. Peut-être le Togo aussi. Mais un effort que je voulais saluer, c'est que j'ai rencontré énormément de data scientists et de développeurs de talent en Afrique, qu'il y a énormément de jeunes qui se sont intéressés à ce type d'activité et que ce serait dommage de ne pas en profiter parce que la matière grise, elle est là. Après, trouver la donnée, il se trouve que moi, je sais où on trouvait de la donnée, mais il y a plusieurs sources de données disponibles. Et je vois même l'intelligence artificielle comme un levier de croissance pour l'Afrique en général, parce que c'est une activité qui est complètement dématérialisée et qui, par conséquent, pourrait être exportée. C'est-à-dire qu'on pourrait créer des programmes en Afrique avec des individus locaux et exporter ce type de service partout dans le monde. Donc je vois réellement ça comme un levier de croissance pour le continent. Alors tout à fait, et pour ce que j'allais rajouter, c'est qu'en parlant hier avec le directeur général et CEO de Smart Africa, il a mentionné lors de sa présentation que l'Afrique doit aussi se battre, et peut-être avec l'Europe d'ailleurs, peut-être ensemble conjointement, pour essayer d'avoir un centre de données qui pourrait être exploitable, puisqu'actuellement, clairement, entre les Américains et les Chinois, plus de 90% de la donnée digitale est aspirée par ces 2 grands géants. Je faisais référence au chiffre de... Ah, vous n'êtes pas d'accord, peut-être. Mais Sabrina, je ne voudrais pas prendre trop de temps pour Élie. Hein. Je suis d'accord. Vous êtes passionnante, je vous reprendrai un petit peu après. J'aimerais maintenant qu'on bascule. Alors, ce n'est pas une technologie, mais on en a parlé tout au long des débats hier. C'est tout ce qui est lié à la digital currencies. Donc j'aimerais que monsieur Daudefort, qui est en ligne avec nous, puisse nous présenter un petit peu sa vision. Et puis on fera exactement le même exercice avec Patrick, de le remettre dans un écosystème africain. Alors je sais que vous avez une présentation, Élie. Voilà, oui, j'aurai quelques slides. Vous m'entendez bien? Très bien, parfaitement. D'accord. Très bien. Je vais rebondir justement sur ce que vient de dire Sabrina, puisque nous avons un cas d'usage justement qui capitalise sur les ressources
et notamment humaines, qu'on peut trouver en Afrique dans le domaine du digital et dans le domaine des monnaies digitales. Donc c'est parfait comme transition. D'abord, je voulais remercier les organisateurs, ADE, je voulais remercier Jean-Noël pour aussi l'organisation de son panel. Peut-être, comme je n'ai pas beaucoup de temps, l'idée c'est de vous parler des crypto-monnaies, et je voulais le faire à deux niveaux, de la technologie elle-même et surtout des cas d'usage. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent quand même les bases de tout ce qui est crypto-monnaie ou monnaie digitale aujourd'hui. Maintenant, crypto a une connotation qui n'est pas toujours à la mode, notamment en raison des banques centrales. Donc, disons monnaie digitale de façon générale. Et donc, les cas d'usage, finalement, c'est ce qui nous intéresse. La technologie, on la connaît, ou si vous ne la connaissez pas, c'est assez facile maintenant. Il y a quand même pas mal de tutos ou de conférences auxquelles vous pouvez assister pour plonger dedans. Et donc voilà, donc je vais plutôt insister sur tout ce qui est monnaie digitale, et puis je conclurai en disant un petit peu ce qui vient d'être dit. Pourquoi, à mon avis, l'Afrique est un terrain parfait pour justement l'utilisation de ces monnaies digitales, et je vous parlerai d'un cas d'exemple qu'on a effectivement en Afrique. Voilà. Alors, rapidement, peut-être là on peut... La présentation, vous l'avez vous, ou voulez-vous que je partage mon écran? C'est plus pratique que vous la partagiez directement. Alors, d'accord, ok, très très bien. Share screen. Voilà, vous voyez bien là? Allô? Pour l'instant, non. Ah. Non. Trahi par la technologie. Ok, bon. Alors, On peut patienter encore quelques secondes si... Ouais, parce que non, ça devrait passer. Si vous pouvez partager votre écran, peut-être? Oui, c'est ce que je fais normalement. Ça vient, voilà. Ah, d'accord. Très bien. Ah, ok. Learning Alliance. Learning Alliance, oui, ça c'est déjà le cas d'usage. Donc la présentation elle-même, enfin les quelques slides que j'ai sont là. Donc vous pouvez peut-être les voir là. Voilà. Ça, vous l'avez? On est toujours sur Learning Alliance. Ah bon, c'est pas grave. Pourquoi ça ne la passe pas? Alors, donc pour parler de la technologie, je vais peut-être d'abord commencer par un rappel un peu historique de l'évolution de cette technologie. On va dire que le départ, c'est 2009, l'année où Satoshi Nakamoto a publié son protocole pour créer Bitcoin. Finalement, c'est la date un peu de départ des crypto-monnaies, et ça évolue avec le temps. Et depuis 2009, on assiste à un foisonnement d'initiatives, un foisonnement de création de blockchain, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées. Et notamment, on peut quand même mentionner les blockchains qui sont les plus importantes dans le domaine des devises digitales, à savoir Bitcoin qui reste importante, et puis Ethereum. Ethereum qui a permis d'ajouter des smart contracts au déploiement d'une blockchain. Encore une fois, je voudrais aller assez vite sur la technologie. Et donc, après Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, d'important dans le domaine des crypto-monnaies? Là, ça a été 2019, quand il y a eu l'annonce par Facebook de la création de Libra. Ce qui a, il faut le dire, nous-mêmes, on travaille depuis les crypto-monnaies depuis environ 5 ans, et on a vu que l'apport de Libra, sur lesquels on pourra revenir avec ses côtés négatifs, certainement un des côtés positifs, ça a été de réveiller et peut-être de pousser à l'action un certain nombre d'intervenants, et notamment de régulateurs ou de banques centrales, qui se disaient que c'était un épiphénomène, et donc que finalement, on avait un petit peu de temps pour réagir à ça. Donc ça a été l'aspect positif.
Les aspects négatifs, je crois qu'on y reviendra, ils sont importants. Donc voilà, mais ça a été un catalyseur l'année dernière, et nous, en tant que professionnels des crypto-monnaies, on a été quand même assez impactés. On a vu la différence avant et après l'annonce de Libra. Ce qu'on voit aujourd'hui, pour continuer un petit peu l'historique de ces monnaies, c'est deux choses. D'abord, l'arrivée des banques centrales dans le jeu, hein, depuis quand même quelques temps maintenant. On voit que la plupart des banques centrales ont au moins un projet d'émettre elles-mêmes des CBDC, des Central Bank Digital Coins. Ça concerne les pays européens, les États-Unis, la Chine, bien sûr, puisque ça existe déjà, l'Afrique et l'Asie. Donc, nous avons beaucoup de banques centrales qui ont des projets d'émission. Et mon pronostic là-dessus, c'est qu'on va arriver, encore une fois, il faut parler aussi de la régulation, parce que c'est important, et elle va avec la technologie, hein, bien sûr. Mais mon pronostic, c'est que dans le futur, nous ayons en fait une coexistence entre des monnaies émises par les banques centrales, donc des CBDC, monnaies digitales, des blockchains, des monnaies privées, des monnaies digitales privées, qui répondent à un certain nombre de cas d'usage, et on va revenir là-dessus, et en fait des partenariats privés-publics qui iront dans le sens aussi des activités des banques, puisque Deutsche Bank a publié il y a quelques semaines un rapport qui s'appelle le Future of Payments, où il dit que en 2030, on aura à peu près 80% des paiements qui seront digitaux, ce qui est très intéressant. Mais le rôle des banques est certainement à redéfinir. Le système des paiements qu'on a aujourd'hui, qui est quand même un héritage des années, on va dire 70-80 avec SWIFT, etc., restera, va s'adapter aux nouvelles technologies, et on va voir, à mon avis, une profusion de partenariats publics-privés avec des cas d'usage spécifiques. Donc voilà, on est vraiment en pleine évolution. Le fait que les banques centrales fassent leur CBDC, c'est intéressant aussi. Et on va voir aussi que l'Afrique est le continent, je dirais presque rêvé, pour appliquer ces cryptos. Alors peut-être directement sur les cas d'usage, en fait j'en ai listé un certain nombre, et je vais insister sur certaines. Alors là, vous ne voyez toujours pas ma présentation, parce que c'est vous n'avez pas... On voit Learning Alliance. Ah, toujours Learning Alliance. Bon, alors, j'essaie quand même de... Parce qu'il y a... Bon, tant pis. Je vais vous parler il y a une dizaine de cas d'usage sur lesquels on travaille. Donc, moi-même, je ne me suis pas présenté au départ, je suis le directeur général d'une société qui s'appelle Reserve Currency Solutions, qui est basée en Suisse. J'ai toujours été dans le domaine des devises depuis une vingtaine d'années. J'ai été trésorier devises d'une multinationale, Peugeot, du groupe Peugeot, pour m'occuper du risque de change de ce groupe. Et nous avons ensuite créé une société qu'on a rendue à la banque BNP Paribas de gestion de risque de change et de devises. Et depuis 5 ans, on a repris notre liberté par rapport à BNP Paribas, et on développe effectivement des cas d'usage sur la blockchain, sur les blockchains d'ailleurs, de monnaie digitale qui correspondent essentiellement à des communautés pour engager plus leurs membres. Alors quand je dis communauté, ça veut dire au sens large. Pour nous, toutes les communautés qui ont en commun un certain nombre de besoins ou qui peuvent se reconnaître sont susceptibles d'être intéressés par une monnaie digitale. Et ça, par exemple, par rapport à Libra, c'est une grosse différence, que Libra, si on fait une analogie avec le monde financier, Libra a une approche top-down. On a la monnaie Libra parce qu'on a 2 milliards de clients, et c'est cette monnaie-là que vous allez utiliser parce qu'elle est bien, et parce que, voilà, c'est la monnaie qu'on a dans notre groupe, enfin qu'on aura, parce qu'elle n'existe pas encore. Et on ne sait pas encore si elle existera sous la forme dont on parle. Nous, on a une approche complètement différente. On a une approche qui vient justement de la base, au contraire, donc bottom-up, comme on dirait en finance. On prend les besoins d'une communauté et on va designer, on va construire une monnaie digitale à partir de cela via des paniers.
Pourquoi des paniers? Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, notre ADN, comme je disais, c'est la gestion de devises depuis 20 ans. Mais l'avantage d'un panier de monnaie, c'est que ça permet de coller à la diversité d'une communauté. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, sur lequel on travaille. Alors, c'est peut-être un exemple trivial. La communauté des véganes, donc qui ne mangent pas de viande. Vous trouvez des membres de la communauté dans tous les pays, évidemment en Europe, en Australie, aux États-Unis, même en Afrique. Vous avez des véganes partout. Et c'est des gens qui ont un grand sentiment d'appartenir à une communauté. Si vous leur proposez une monnaie pour qu'ils puissent échanger des biens et des services, ou s'échanger eux-mêmes entre eux de la monnaie sur la blockchain en 3 secondes et pour quelques centimes par rapport à ce qui se passe actuellement, vous renforcez vos liens avec la communauté. Et je sais qu'il y a des spécialistes de marketing digital dans l'audience, et ça, c'est vraiment engage, comme on dit, engager la communauté et ses membres. C'est l'objectif de beaucoup de communautés et du marketing digital. Donc, alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme communauté? Alors, il y a la communauté, évidemment, les communautés sportives. Imaginez, par exemple, pour ceux qui aiment le football, que vous puissiez avoir une monnaie digitale de tous les pays qui représentent tous les participants à la Coupe d'Afrique, à la CAN, à la Coupe d'Afrique de football, et que chaque fan qui va, ou au moins qui regarde à la télévision la CAN, puisse échanger avec ses amis ou venir, l'année dernière c'était au Caire, je crois, de venir avec un wallet sur son téléphone mobile où il puisse faire ses dépenses au Caire avec la monnaie digitale de la Coupe de football. Ce genre de temps, dès le départ, le risque de change, quel que soit le pays où vous vous trouviez, et quoi que fasse votre devise, quand vous allez dépenser, vous aurez bloqué le cours de change entre la monnaie du pays d'accueil et votre monnaie nationale. Et par exemple, c'est vrai que dans le football, il y a beaucoup de nations qui adorent le football et qui ont des monnaies compliquées, on va dire. Prenons par exemple l'Argentine. Donc le sport. Quand je dis le sport, ça peut être également l'e-sport. Ce sont des grosses communautés, comme vous le savez. Tout ce qui est e-sport et gaming d'ailleurs. Et c'est des communautés pour lesquelles d'avoir une monnaie digitale qui représente des aspects de leur communauté est très important. Géographique, c'est les communautés géographiques, et là on retrouve on retrouve l'Afrique par exemple. Nous on travaille sur une communauté de certains pays d'Asie, et on a un projet à Genève, basé à Genève avec toutes les organisations internationales qu'il y a, d'une devise panafricaine qui reprennent d'ailleurs, qui utilise certaines monnaies africaines, avec dans le cocktail, dans le panier aussi des monnaies je dirais occidentales, de façon à ce que l'ensemble soit parfaitement stable. Et ça ouvre des perspectives. Ça reconnaît aussi l'appartenance de chaque pays concerné dans le panier. Il n'y a pas comme ça une sorte d'obligation d'avoir que de l'euro, que du dollar ou du renminbi. La monnaie de chaque pays est représentée s'il le souhaite et s'il l'accepte, dans des proportions dont on est en train de discuter. Et une monnaie africaine, autant c'est compliqué à faire pour un certain nombre de raisons que tout le monde connaît sur la monnaie fiat, autant sur une monnaie digitale, c'est tout à fait faisable et il y a des cas d'utilisation énormes. Je parlerai rapidement aussi de la communauté des étudiants qui partent à l'étranger pour étudier. Voilà encore une communauté pour laquelle d'avoir des paiements intracommunautaires avec une monnaie fait beaucoup de sens. On a un cas plutôt d'association d'anciens élèves qui a à peu près 80 000 membres dans le monde entier. C'est pareil, d'avoir une monnaie commune. Les sports, on a parlé, voilà. Donc, et je vais vous parler enfin, puisque alors, vous avez si je peux me permettre, je suis désolé, on est un petit peu pris par le temps. Ouais. Est-ce que je peux vous demander de nous présenter Learning Lions, puisqu'on le voit depuis tout à l'heure? Voilà. Alors, Learning Lions, c'est effectivement ce que je vais faire. Donc, Learning Lions, c'est une ONG très intéressante qui a été fondée par des Suisses pour lesquels notre monnaie de référence, GLX, est la monnaie de donation. C'est-à-dire que, alors que fait Learning Lions? Ils sont donc basés au Kenya. Ils sont à 300 km de Nairobi par la piste. Il n'y a même pas de route vraiment qui vont là-bas. Et ils ont fait un pôle d'éducation à l'informatique.
Donc cette ONG a recruté des professeurs et a à peu près 600 élèves auxquels ils apprennent à coder des bases d'informatique. Très souvent, quand ils commencent l'école, ils ne savent rien. Et au bout de 9 mois, ils sont capables de faire un site Internet, des logos et de faire des programmes d'application. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, sur les 600 élèves, en moyenne, ils ont 3 propositions d'emploi à la fin de l'école. Donc c'est une réussite énorme dans une région avant qui était très défavorisée, puisqu'elle était très excentrée par rapport à Nairobi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On est monnaie de donation, c'est-à-dire que vous habitiez en Argentine, au Japon ou en Suisse, vous pouvez acheter la devise digitale, donc en l'occurrence la nôtre, et vous la transférez. Alors, 10 secondes, ça arrive sur leur portefeuille digital. Pour eux également, puisque cette monnaie est basée sur un panier de monnaie stable, donc ça veut dire qu'ils peuvent s'en servir au fur et à mesure des dépenses au Kenya, ils peuvent s'en servir au fur et à mesure, ils l'utilisent un petit peu comme portefeuille, puisqu'elle est très stable, et le shilling kenyan est quand même moins stable, donc ils peuvent utiliser comme ils veulent et transformer cette monnaie digitale en shilling kenyan au fur et à mesure. Alors, voilà un cas d'usage. Oui, merci beaucoup, Elie. Voilà. Merci beaucoup, Elie, pour ce cas d'usage. Je vais tout de suite rebondir avec Patrick. Patrick, peut-être juste Ok. un petit peu par le temps, D'accord. peut-être juste me mettre les digital Ok. currency et les crypto-monnaies dans un contexte, un Ok. écosystème africain. En fait, les digital currency et en général les systèmes financiers numériques sont au cœur de 2 univers. Il y a l'univers financier bancaire et puis il y a l'univers des technologies, l'univers numérique. Donc, un des enjeux, c'est de poser les balises réglementaires qui permettent de gérer ce type d'activité. Et en Afrique de l'Ouest, avec la commission bancaire de l'UMOA, a mis en place un certain nombre de balises juridiques qui permettent à ce type d'activité de se déployer. Il y a des enjeux de sécurité et d'interopérabilité des plateformes. Donc là aussi, au niveau de la sous-région, on a mis en place le GIM UMOA, qui est une plateforme qui permet d'assurer et garantir l'interopérabilité des transactions via ce type de plateforme. Et le point fondamental maintenant sur ce sujet, c'est l'existence d'acteurs pure players qui sont capables de concevoir, structurer ces solutions. Donc c'est les fintech. Donc l'Afrique de l'Ouest commence à avoir des fintech avec des niveaux de maturité qui permettent de nous rassurer sur le développement de ces systèmes financiers numériques qui sont des réalités par rapport au faible taux de bancarisation et au fort taux de pénétration de la téléphonie mobile en Afrique, quoi. Donc, à ce niveau, je pense que l'écosystème, il est disponible, il est plein. Maintenant, il faut que les fintech montent en maturité, parce qu'on a eu des fintech qui étaient des pure players du paiement. Maintenant, il faut des agrégateurs, il faut d'autres acteurs, quoi. Voilà. Alors, merci beaucoup, Patrick. Je vous prends une dernière petite seconde. Sabrina et Elie, juste, j'aimerais qu'en une phrase, c'est très rapide, vous me donniez la technologie que vous sentez qui a le plus de potentiel en Afrique et un cas d'usage, si vous le souhaitez. C'est une question qu'il y avait sur Wova, c'est pour ça que je me permets de la poser. Mais une phrase. Ok, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore une fois l'intelligence artificielle, parce que, Elie l'a très bien fait remarquer tout à l'heure, il y a des développeurs de talent en Afrique, et beaucoup de jeunes s'intéressent à ce type de thématique. Et c'est un service qui est très facilement exportable, sans aucun problème de transport, etc., vu que tout est dématérialisé. Ok, donc, voilà. Merci Sabrina, merci beaucoup. Moi, je dirais monnaie digitale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des talents en Afrique et il y a aussi une utilisation des téléphones mobiles qui est très propice aux monnaies digitales par définition. Donc, pour moi, c'est effectivement l'avenir et c'est des use cases. Et là, la réglementation, comme vous le faisiez remarquer, est en train d'évoluer, sécurisée, en concertation avec les banques centrales et le système bancaire. Je crois que l'avenir est là, oui. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Je vous rappelle qu'il y a
Il y a plus de 2000 inscrits sur la plateforme digitale et plus de 1000 personnes qui sont connectées actuellement. Donc je vous remercie, nous allons continuer. Allez, merci, bonne journée. Merci beaucoup.